Ma mère a dit, cadeau bon marché. Tu étais tellement égoïste. Vous avez bien entendu, c'est exactement ce qu'elle a dit devant toute la famille élargie, juste après que j'ai posé son cadeau d'anniversaire sur la table lors de sa fête de 50 ans. À cet instant, j'ai compris exactement ma place dans cette famille. Si vous voulez savoir comment un seul sac à main a pu tout faire exploser, restez avec moi jusqu'à la fin de l'histoire, car parfois ce qui blesse le plus n'est pas le rejet du cadeau, mais la façon dont on vous rabaisse pour l'avoir offert de tout cœur. Bonjour à tous. Je m'appelle Aaron. J'ai 32 ans et je travaille actuellement comme directeur des ventes d'une entreprise de technologie en Californie. Je vis avec ma grand-mère dans un appartement à l'ouest de la ville. J'ai acheté cet appartement moi-même après des années de travail acharné. Je vivais dans la banlieue avec mes parents, ma sœur cadette et ma grand-mère. Ma sœur s'appelle Lisa, elle a 6 ans de moins que moi. Elle a toujours cru que le monde s'ouvrirait à elle simplement grâce à son apparence. Elle est belle et a été gâtée depuis son enfance. J'étais différent. Je pensais que ma famille le verrait si je faisais assez d'efforts, qu'un jour je deviendrais quelqu'un dont il pourrait être fier. Enfant, je pensais que ma vie serait paisible, comme celle de tout le monde. Je pensais que je grandirais dans les bras de parents aimants, apprenant à aimer et à partager. Mais non. La vie ne m'a pas lancé des citrons ni rien que je puisse utiliser, elle m'a lancé quelque chose d'amer et de meurtri, et m'a fait trouver seule la solution. Après 18 ans sous le même toit que mes parents, j'ai déménagé, la seule aide venant de ma grand-mère, Sharon. Elle était le seul membre de ma famille qui ne m'a pas tourné le dos lorsque j'avais besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer. Dans les années qui ont suivi, je me suis tenu sur mes 2 pieds sans demander l'aide de personne. J'ai un jour cru qu'après tout ce temps, après tout ce que j'avais fait pour devenir ce que je suis, ma famille me verrait différemment. Mais il y a 4 ans, lors de la fête des 50 ans de ma mère, un jour qui aurait dû être consacré à l'amour, j'ai dû me défendre devant les yeux accusateurs de ceux qui m'appelaient autrefois « fils ». Si vous m'écoutez encore, venez avec moi à travers chaque souvenir afin que vous puissiez comprendre pourquoi, à un moment donné, j'ai dû choisir de me défendre ce jour-là. Un jour seulement avant le 50e anniversaire de ma mère, elle m'a envoyé une invitation le matin. Le message était court et brutal, 19 h, même restaurant. Ne soyez pas en retard. Après l'avoir lu, j'ai éteint mon téléphone et l'ai posé, comme si je n'avais rien vu. Dans mon esprit, une pensée claire résonnait, je n'allais pas y aller. Mais en fin d'après-midi, ma grand-mère, Sharon, m'a envoyé son propre message. Au moment où je l'ai ouvert, mes yeux sont restés fixés sur une seule ligne, je pense qu'ils ont beaucoup changé. Je veux aussi te voir. S'il te plaît, viens pour moi. Après avoir lu cela, je me suis assis tranquillement dans le salon, puis j'ai lentement regardé la vieille photo sur le mur, celle prise le jour où j'ai emménagé dans cet appartement. Ce moment m'a ramené au moment où je venais d'être promu directeur des ventes. C'était le premier véritable tournant de ma vie. Après des années de labeur, j'ai enfin acheté un petit appartement pas luxueux, mais il était à moi. Je l'ai payé avec mes efforts. Quelques semaines plus tard, mes parents sont soudainement apparus un week-end. Ils ont apporté un gâteau et une bouteille de vin. Lorsque j'ai ouvert la porte, ma mère m'a adressé un léger sourire et a dit « Nous sommes venus pour te fêter ». Je me souviens clairement comment elle a posé le verre de vin sur la table, puis m'a regardé et a parlé d'une voix presque douce « Nous avons fait ce que nous avons fait à l'époque pour que tu grandisses. C'est comme ça que tu es arrivé là. » Immédiatement après, mon père m'a tapé sur l'épaule et a hoché la tête. « Je suis fier de toi. » Je suis resté là, figé, non pas parce que j'étais ému, mais parce qu'une partie de moi voulait croire qu'ils avaient changé. Après tout, je me suis dit que le temps leur avait peut-être permis de réfléchir, peut-être avaient-ils vu où ils s'étaient trompés, peut-être que cette fois-ci, c'était réel. Mais quelques semaines plus tard, ils sont revenus non pas avec un gâteau ou du vin, mais avec des histoires de difficultés, de dettes, de maladies et d'une série de demandes d'argent. Au début, c'était quelques centaines quelque chose à propos d'une voiture cassée. Puis ce furent quelques milliers à un petit investissement. Puis sont arrivées les factures de services publics. J'ai aidé les premières fois, mais j'ai arrêté lorsque j'ai réalisé que le schéma se répétait trop souvent. Ma sœur laissait ses yeux errer dans l'appartement chaque fois qu'elle passait. Elle regardait les œuvres d'art murales, l'horloge, les enceintes, puis elle s'asseyait, croisait les jambes et disait quelque chose de doux mais tranchant, « Bel endroit. Pourtant, tu laisses maman et papa vivre dans cet affreux logement. Je suppose que le fait de vivre seul t'a fait oublier d'où tu viens. » Extérieurement, je suis resté silencieux, mais intérieurement,
les vieilles fissures ont commencé à se rouvrir. Et cela ne s'est pas arrêté là. Elle a continué à m'envoyer des SMS, me demandant de l'argent pour ses études, pour un nouvel ordinateur portable, pour son stage. J'ai aidé au début, mais j'ai commencé à dire non une fois que cela a atteint plusieurs milliers. Après cela, l'atmosphère a changé. Plus de nouvelles, plus de messages aimables, juste de la distance, des remarques passives-agressives et des regards qui n'essayaient plus de cacher leur déception. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose pour de bon, ils n'étaient pas revenus parce qu'ils étaient fiers de moi, ils étaient revenus parce qu'ils me voyaient comme un compte bancaire ambulant. Et pourtant, lorsque ma grand-mère m'a envoyé un SMS ce soir-là, j'ai décidé d'y aller. Non pas pour faire la paix, ni pour arranger les choses, je suis allé pour découvrir, une fois pour toutes, qui j'étais pour eux dans cette famille. Ce soir-là, j'ai préparé un cadeau pour ma mère. C'était un sac à main d'une marque locale simple, mais réfléchi. Je l'ai soigneusement emballé. Ce n'était pas cher, mais il disait exactement ce que je voulais dire. Et je savais que cette nuit pourrait ne pas être agréable, mais si quelque chose devait prendre fin, je voulais être celui qui déciderait où la fin commencerait. Le lendemain, la fête a eu lieu dans un petit restaurant, le même endroit où notre famille avait célébré de nombreuses occasions importantes. Lorsque je suis entré, la table était presque complète. Dès qu'ils m'ont vu, tous les regards se sont tournés vers moi. Certains ont fait de petits hochements de tête polis, d'autres ont juste jeté un coup d'œil, puis se sont détournés, comme si je n'avais jamais vraiment appartenu là. Immédiatement, j'ai posé le sac à main en mon cadeau d'anniversaire pour ma mère sur la table. Elle ne savait pas qu'il contenait $5000 en espèces et une vieille photographie. Sur la photo, elle me tenait dans ses bras, nouveau-né. C'était une photo que je gardais dans mon portefeuille depuis des années, un rappel silencieux de la vie qu'elle m'avait donnée. Si elle ouvrait le sac, ne serait-ce qu'un bref instant, peut-être que quelque chose changerait. Mais cela ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Au moment où ses yeux se sont posés sur le sac, elle a courbé ses lèvres en un sourire narquois et a dit, d'une voix plate et sans émotion qui a coupé le bruit de la célébration, « Bon marché. Tu es tellement égoïste. » Cet instant, ces quelques mots courts, ont suffi à me briser la poitrine. Avant que je puisse assimiler ce qu'elle avait dit, elle a tendu la main et a mis le sac de côté. Il est tombé par terre, roulant doucement au pied d'une chaise, comme des déchets que l'on ne peut pas supporter. À cet instant, j'ai senti le sang affluer à ma tête, mon cœur battait la chamade, mes oreilles bourdonnaient, tous les sons de la pièce se sont estompés et ont disparu dans quelque chose de lointain et d'inconnu. Quelques secondes plus tard, avant que je puisse dire un mot, j'ai entendu la voix de mon père au bout de la table froide et régulière, comme de l'eau glacée, « Tout ce que tu fais, c'est la faire honte. » Je me suis immédiatement retourné pour le regarder, mais il m'a ignoré. Il a lentement fait tournoyer le vin dans son verre, les yeux fixés sous la fenêtre. Puis j'ai entendu un reniflement suivi d'un léger ricanement de quelque part parmi les parents. L'un d'eux a marmonné assez fort pour que je puisse entendre, un homme adulte qui ne sait toujours pas comment faire plaisir à sa mère. À ma gauche, ma sœur a incliné la tête, ses yeux me balayant avec sarcasme. Ses lèvres se sont courbées tandis qu'elle disait, d'un ton amer, un directeur saurait faire un cadeau convenable. Qui aurait cru que ce serait un sac à main bon marché? Après cela, ma mère s'est tournée vers la femme âgée assise à côté d'elle, a doucement posé une main sur son épaule et a souri d'une manière étrangement brillante. Elle a dit, « Elle me ressemble belle et charmante. Elle va devenir célèbre un jour, j'en suis sûr. » À ce moment-là, au milieu de tout le bruit, des rires et des chuchotements, une seule voix a traversé l'air comme une gifle. C'était la voix de ma grand-mère basse, rauque et claire comme le jour, assez. Vous devriez être reconnaissant qu'il soit même venu. Le cadeau n'a pas d'importance. N'allez pas trop loin, Stéphanie. Et cette voix, celle qui m'avait toujours défendu, lui appartenait. Dès que ces mots sont sortis, toute la table s'est figée. Personne n'a osé respirer. Ma mère s'est raidie, sa main figée dans les airs, tenant un verre de vin. Elle m'a regardé un instant, mais ses yeux avaient perdu leur fierté cette fois-ci. Elle a rapidement détourné les yeux, ayant peur de voir quelque chose dans les miens qu'elle ne pouvait pas affronter. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. Je me suis levé, car je savais que ma dignité serait piétinée à nouveau si je restais plus longtemps. Je me suis approché du sac tombé, me suis baissé et l'ai ramassé. Tous les regards étaient braqués sur moi, mais personne n'a dit un mot. Puis j'ai ouvert le sac là, à la table. Le premier billet est apparu, puis le suivant tous soigneusement empilés, soigneusement disposés. Et au-dessus, la photographie vieille et jaunie par le temps.
Sur celle-ci, ma jeune mère me tenait dans ses bras, son visage encore adouci par une tendresse que je n'avais pas vue depuis des années. Toute la pièce est devenue silencieuse. Je me suis tenu debout, une main tenant le sac et l'argent, l'autre tenant la photo. Je me suis approché de ma mère et j'ai lentement placé l'image devant elle. Ses yeux se sont arrêtés au moment où ils l'ont rencontrée. Ma voix est sortie calme, régulière et sans hésitation, il y a $5000 ici. Vous pouvez les jeter, mais au moins, ne jetez pas ce qui reste entre nous. Juste après avoir dit cela, elle s'est figée. Elle est restée assise là, silencieuse, entourée de regards mal à l'aise, comme quelqu'un qui vient de perdre quelque chose qu'il ne pourra jamais récupérer. Puis je me suis tourné vers ma grand-mère, lui ai fait un signe de tête respectueux et suis parti en passant devant les chaises, devant les visages stupéfaits, devant toutes les personnes qui m'appelaient autrefois famille. Et lorsque la porte derrière moi s'est enfin refermée, j'ai su que ce n'était pas seulement la porte de ce restaurant, c'était la porte finale entre moi et eux. J'ai quitté cette fête en silence. Alors que je sortais du restaurant, l'air extérieur était frais, mais à l'intérieur de ma poitrine, ça brûlait. Chaque mot, chaque regard, chaque rire moqueur résonnait encore dans mon esprit, comme de petites épines traversant le calme auquel j'essayais si fort de m'accrocher. Quelques minutes plus tard, je traversais la ville avec un sentiment de vide dans la poitrine. À ce moment-là, une seule pensée remplissait mon esprit, cette fois, je devais les couper définitivement. J'ai pensé à changer mon numéro et à tout bloquer ou des emails aux réseaux sociaux. Et si je devais le faire, j'étais prêt à vendre mon appartement et à déménager ailleurs, car à ce moment-là, je n'avais plus de place pour le mot « famille ». Environ 1 heure plus tard, je suis rentré à mon appartement. Peu de temps après être entré, mon téléphone a sonné. C'était grand-mère. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai décroché et j'ai tenu le téléphone à mon oreille. Sa voix est venue lentement, doucement tremblante, comme le souffle de quelqu'un trop habitué à être seul. Elle a dit, « Je sais que tu es blessé, mais je suis vieille maintenant et je ne veux pas voir la famille se briser. Si tu le peux, ne reste pas en colère contre eux. Fais-le pour moi. » Ces mots ont adouci quelque chose en moi. Je me suis affaissé sur la chaise sans répondre, non pas parce que j'étais fâché contre elle, mais parce que je ne savais pas quoi répondre. Dans le calme de mon appartement, sa respiration est restée régulière à mon oreille. Après tout, elle n'était qu'une femme âgée essayant de s'accrocher au dernier fils de la famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté là dans le noir, les yeux grands ouverts, écoutant le tic-tac lourd de l'horloge. L'idée de les couper a joué à plusieurs reprises dans ma tête, comme un rappel froid et ferme. Puis ces paroles au téléphone ont résonné, cette seule phrase, seulement quelques mots courts, ont percé les murs que j'essayais de construire. Et puis, presque instinctivement, les souvenirs de mes 18 ans sont revenus en force honnête et vifs, comme une blessure qui ne s'était jamais vraiment cicatrisée. Je me souviens avoir eu 18 ans et avoir enfin été considéré comme un adulte. Mes parents n'ont pas célébré mon anniversaire, ils n'ont pas demandé si je voulais étudier ou travailler. Mon père n'a dit qu'une chose, claire et inoubliable, va vivre seul. Nous ne vivons pas pour nos enfants. Ne nous dérange plus. Après ce jour-là, je n'ai rien reçu de plus d'eux, pas d'argent de poche, pas de questions sur mon état, pas de mots de soutien pour ceux qui m'attendaient, juste un silence froid et lourd, comme si je n'avais jamais existé dans cette maison. Une semaine plus tard, j'ai fait mes bagages et je suis sorti par la porte d'entrée. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter, personne n'a dit au revoir. Seule ma jeune sœur se tenait près de l'escalier, me regardant comme si elle regardait un film étrange qu'elle ne comprenait pas. À ce moment-là, j'ai su exactement ce qui se passait, ils attendaient ce jour-là ou le jour où je serais assez âgé pour partir et assez obéissant pour ne pas revenir. Dans le temps qui a suivi, après que les gens aient appris que j'avais été poussé à vivre seul, seule grand-mère m'envoyait secrètement quelques centaines de dollars chaque mois sur sa pension. Elle disait, « Prends ça. Ne discute pas, assure-toi juste de manger. » Elle était la première personne à me dire que je pouvais y arriver. Elle ne comprenait pas la technologie, elle ne connaissait pas les détails de mon parcours professionnel, mais elle disait toujours, « Continue d'apprendre. Continue d'essayer. Je suis là. » Grâce à elle, j'ai survécu à ma première année, jonglant avec 2 emplois. Le jour, je travaillais dans un entrepôt, après les cours le soir, je servais des tables dans un restaurant près du campus. Je prenais tous les travaux supplémentaires que je pouvais obtenir le week-end de tout ce qui était payé à l'heure. Des années plus tard, après avoir obtenu mon diplôme, trouvé un emploi et obtenu ma première promotion, j'ai enfin économisé assez d'argent pour un acompte sur mon premier appartement.
La première personne que j'ai emmenée le voir était grand-mère. L'appartement n'était pas grand, il n'y avait pas de concierge ni de hall d'entrée luxueux comme dans les bâtiments plus récents, c'est juste un vieil endroit calme et bien éclairé. Lorsqu'elle est entrée, elle a regardé autour d'elle et a hoché la tête. Spacieux. Propre. Juste assez pour quelqu'un qui recommence. À partir de ce moment-là, toutes les quelques semaines, elle passait, elle cuisinait mes plats préférés, elle retroussait ses manches et aidait à nettoyer sans un mot si l'endroit était sale. Elle n'a jamais rien demandé, elle voulait juste savoir que j'allais bien. Et moi, en retour, je lui étais reconnaissant d'une manière que je n'avais jamais pu exprimer à haute voix. Et c'est peut-être pourquoi, à la fin, je n'ai pas coupé les ponts avec tout le monde, non pas parce que j'avais encore de l'espoir pour la famille, mais à cause de ces paroles, des paroles de grand-mère. Après cet appel téléphonique avec grand-mère, je n'ai fait aucune promesse, je n'ai pas dit que je leur pardonnerais, et je n'ai pas dit que j'essaierais de réparer les choses. J'ai bloqué tout contact avec le reste de la famille, la seule personne avec qui je suis resté en contact était elle. Peu de temps après, lors d'un voyage d'affaires de 3 jours à Seattle, environ 2 heures de vol de mon lieu de résidence, j'étais sur le point d'entrer dans une réunion lorsqu'elle m'a appelé. Je me suis arrêté là, dans le couloir, et j'ai décroché. Sa voix semblait un peu incertaine. Elle a dit, « Aaron, je crois avoir perdu ma clé. Je l'ai cherchée partout et je ne la trouve pas. À ton retour, donne-m'en une autre pour que je puisse toujours passer. » Après avoir dit cela, j'ai retenu un soupir silencieux et j'ai doucement répondu, « D'accord, grand-mère. À mon retour, je te donnerai une nouvelle clé. J'en ai encore 2 de rechange à la maison, alors ne t'inquiète pas. » Quelques secondes plus tard, elle a ri au téléphone et m'a rappelé de prendre soin de moi. À l'époque, je n'y ai pas trop réfléchi, je me suis juste dit qu'elle vieillissait, et que cela s'accompagnait parfois d'oubli. Peut-être qu'elle rappellerait ce soir-là et dirait qu'elle avait retrouvé la clé quelque part où elle l'avait oubliée. Après l'appel, je suis entré dans la réunion comme si de rien n'était. Ce que je ne savais pas alors, c'est qu'elle n'avait pas du tout perdu la clé, et je ne savais pas que 3 jours plus tard, cette même clé apporterait quelque chose que je n'attendais pas du tout. Après 3 jours de voyage d'affaires, je suis rentré à mon appartement. J'ai mis la clé dans la serrure, je l'ai tournée et j'ai ouvert la porte pour me figer à ce que j'ai vu à l'intérieur. Mon père était assis à la table à manger de ma maison familière, sirotant du café. Ma mère passait l'aspirateur sous le canapé. Ma sœur était allongée sur le canapé, les écouteurs aux oreilles, les jambes croisées, tapant ses ongles rouges vifs au rythme de la chanson. Je n'ai pas pu parler pendant les premières secondes, puis j'ai élevé la voix, presque en criant, « Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Pourquoi êtes-vous ici? Qui vous a dit que vous pouviez entrer sans me demander ?» Ma mère s'est retournée, parlant comme si c'était la chose la plus normale du monde, « C'est ta maison, mais c'est aussi la maison de tes parents. Qu'y a-t-il de si surprenant? » Et elle ne s'est pas arrêtée là. Tout en ajustant les oreillers sur le canapé, elle a continué, « Je suis venue pour arranger une place pour ta sœur. Elle a besoin d'un espace plus grand pour étudier correctement. Oh, et au fait, où est le sac que tu m'as offert pour mon anniversaire? Je veux l'argent qu'il contient. Rends-le-moi. » Ces paroles m'ont frappé comme une brique. Je suis resté là en silence, mais avant que je puisse réagir, ma sœur a enlevé ses écouteurs, a levé un sourcil et a parlé d'un ton plein de reproches, « Tu es incroyable. Tu as donné une clé à grand-mère mais pas à maman et papa? Heureusement que je l'ai découvert, sinon il n'aurait jamais pu entrer chez toi. » À ce moment-là, tout a soudainement fait sens. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique de grand-mère 3 jours plus tôt, la phrase à propos de la perte de sa clé. Et maintenant, ils étaient tous là. Ce n'était pas une coïncidence, c'était planifié. Ma sœur avait secrètement pris la clé de rechange à grand-mère, elle l'a donnée à maman, et puis elles sont venues ici. Et moi, celui qui pensait avoir tracé des lignes claires pour garder tout dans une limite j'étais celui qui ne pouvait toujours pas empêcher leur cupidité de percer. Je suis resté là, me sentant comme un étranger dans la maison que j'avais construite de mes propres mains. L'air de l'appartement semblait se figer lorsque ma sœur eut fini de parler. Je suis resté immobile pendant quelques secondes de plus, mais je n'en pouvais plus pas après ce que ma mère avait dit, pas après ce que ma sœur venait de me jeter au visage. Sans réfléchir, j'ai fait un pas en avant, j'ai pointé directement ma mère et j'ai crié, ma voix tremblant de colère, « Sortez de ma maison. Lorsque j'avais 18 ans, vous m'avez mis dehors et vous m'avez dit, tu ne vis pas pour tes enfants, et maintenant que j'ai de l'argent, vous vous présentez pour faire des demandes. » À l'instant où ces mots ont quitté ma bouche, les yeux de mon père se sont illuminés de fureur.
Il s'est levé de sa chaise, a claqué sa main sur la table et a crié « Tu es un ingrat. Je t'ai donné la vie, je t'ai élevé, et maintenant tu mets tes parents dehors ?» Après cela, j'eus l'impression que toute la pièce pencha pendant une seconde. L'espace devint chaotique, rempli de respirations lourdes, de chaises qui grattaient le sol, et du regard stupéfait et écarquillé de ma sœur. Mais je suis resté ferme. J'ai croisé leur regard sans broncher, et les mots sont sortis, nets et froids, « Si vous n'êtes pas sortis d'ici dans les 5 prochaines minutes, j'appelle la police. » À cet instant, je savais une chose avec certitude, je n'avais plus rien à perdre. Juste après avoir prononcé ces mots, ma mère leva les sourcils, ses lèvres se serrèrent, et ses yeux brillèrent de ce même regard de mépris que j'avais appris à trop bien connaître. Elle pouffa d'un rire sec, puis parla lentement, clairement, chaque mot précis et délibéré, « Tu n'oserais pas. » Et puis, sans hésitation, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Lorsque le répartiteur a répondu, j'ai parlé clairement, pas de tremblement, pas d'hésitation, aucune tentative pour cacher la vérité. Des personnes sont en train de s'introduire dans mon domicile. Ce sont des membres de ma famille, mais je ne leur ai pas permis d'être ici. J'ai besoin d'aide immédiatement. J'ai donné l'adresse complète de mon appartement, le numéro de l'unité, le nom de l'immeuble, puis j'ai raccroché. En quelques secondes, toute la pièce a explosé. Mon père a claqué sa tasse de café sur la table. Le bruit du verre brisé a explosé dans la pièce comme une onde de choc. Il grogna, sa voix n'étant plus calme, « Es-tu fou? Je suis ton père. Tu appelles la police contre tes parents ?» Juste à côté de lui, ma mère a commencé à crier. Que les larmes soient réelles ou forcées, je m'en fichais. Elle s'est précipitée vers moi, criant que j'étais cruel, que j'étais un fils ingrat, que je n'avais pas de cœur. Ma sœur est restée figée, les yeux grands ouverts de surprise. Tous les trois étaient incrédules, incapables d'accepter ce qui venait de se passer. Et moi? Je ne m'étais jamais senti aussi calme de ma vie. J'ai ouvert la porte d'entrée, je suis sorti dans le couloir, je me suis adossé doucement au mur et j'ai attendu. Je n'ai pas réfléchi à ce qui venait de se passer pendant que j'étais là, écoutant le bourdonnement lointain du bruit de la ville et les cris étouffés qui sortaient encore de l'intérieur. Je n'ai pas pensé aux insultes, je n'ai pas pensé aux cris ou aux sanglots factices qui résonnaient derrière la porte que je venais de fermer. La seule chose qui remplissait mon esprit était un après-midi d'automne où j'avais 6 ans. À l'époque, ma mère venait d'accoucher de ma sœur 2 mois plus tôt. Lisa était magnifique, comme un petit ange. J'ai senti quelque chose changer à partir du moment où elle a poussé son premier cri. L'attention dans notre maison n'était plus tournée vers moi. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle chemise que maman m'avait gardée a été coupée et cousue pour Lisa. Lorsque je suis tombé, personne ne m'a relevé ni réconforté. Pendant les vacances, les gens demandaient « Où est Lisa ?» avant de dire « Comment vas-tu ?» Petit à petit, je suis devenu une ombre. Personne ne me haïssait, mais personne ne me voyait plus. À partir du jour où Lisa est arrivée, tous les espoirs de la famille ont été placés sur elle. Ils ont dit qu'elle était belle, comme notre mère. Ils ont dit qu'elle réussirait. Ils ont dit qu'elle serait célèbre. Ils lui ont donné toutes les louanges, toute l'attention et toutes les occasions à quelqu'un qui ne savait même pas encore ce qu'elle voulait devenir. Et moi? J'ai juste appris à me relever lorsque je tombais, à essuyer mes larmes quand personne ne regardait. Pendant toutes ces années, les seuls bras qui m'aient jamais tenu étaient ceux de grand-mère. Chaque fois que je pleurais, elle me frottait le dos et murmurait « Mon petit-fils est intelligent aussi. Il est gentil. » Parfois, les gens sont tellement éblouis par les choses brillantes qu'ils oublient où se trouve le vrai trésor. Et j'ai grandi avec ces mots, avec ces câlins, avec toutes les fois où elle s'est interposée entre moi et la colère de mon père, entre moi et la froideur de ma mère. À ce moment-là, debout dans le couloir froid devant mon appartement, les yeux fixés sur la porte de l'ascenseur, je me suis posé une question silencieuse, comment ai-je pu grandir sans me briser dans une famille comme celle-là? Alors que j'étais encore perdu dans mes pensées, la police est arrivée. J'ai rapidement expliqué la situation, je leur ai montré la preuve de la propriété de l'appartement, et j'ai précisé qu'aucune des 3 personnes à l'intérieur n'avait mon autorisation d'être là. Elles étaient entrées sans consentement. Après que j'ai fini, l'un des agents a hoché la tête et a demandé à tout le monde de sortir afin qu'il puisse vérifier les détails. Immédiatement, mon père a élevé la voix pour protester. Il a dit que c'était la maison de son fils, ce qui lui donnait le droit de rester. Mais l'agent l'a regardé calmement et a répondu « Monsieur, cette propriété est au nom de votre fils.
Personne n'a le droit d'être ici sans son autorisation, même si vous êtes son père. Le deuxième agent a poursuivi en répétant la demande que toutes les personnes à l'intérieur sortent pendant qu'il vérifiait la situation. Ma mère a réagi durement, mais après qu'on lui a rappelé qu'il s'agissait d'une affaire juridique et que j'avais tout à fait le droit de demander à quelqu'un de quitter ma propriété, elle est finalement sortie. Une fois que tout a été confirmé, l'agent s'est tourné vers moi et m'a demandé si je voulais poursuivre avec une ordonnance de non-communication. À ce moment-là, j'ai hoché la tête sans hésitation. Non pas parce que je voulais aller plus loin, non pas parce que je voulais me venger, mais je savais qu'il n'y aurait jamais de vraie réconciliation sans une limite légale. Et après tout, j'ai enfin compris, entre eux et moi, c'était vraiment fini. Ce soir-là, lorsque tout s'est finalement calmé, mon téléphone a sonné à nouveau. Au bout du fil se trouvait ma grand-mère. Sans hésitation, j'ai décroché. Quelques secondes plus tard, sa voix est passée, pleine de regrets. Elle a dit, « Aaron, je suis désolé. Je ne savais pas que Lisa avait pris la clé. Je ne pensais pas qu'il ferait quelque chose d'aussi horrible. Je ne te demande pas de leur pardonner. J'espère qu'après tout, tu trouveras la paix. » Après qu'elle ait parlé, je ne me suis plus senti en colère, mais je ne pouvais pas dire que je ressentais un soulagement non plus. J'ai répondu qu'elle n'avait rien à se reprocher, ce n'était pas elle la coupable. Je lui ai dit que j'allais bien. Et pendant un moment, j'ai pensé que ce serait la fin. Mais le lendemain matin, alors que j'étais assis pour lire les nouvelles avant d'aller travailler, j'ai reçu un message d'un vieil ami du lycée qui vivait toujours près de chez mes parents. Il m'a envoyé une capture d'écran avec une seule courte phrase, « Aaron, tu dois voir ça. » J'ai tapé sur l'image, et à ma grande surprise, le message provenait de ma sœur. Il était public sur les médias sociaux. C'était une photo de notre famille assise à table lorsque j'avais 15 ans. En dessous, il y avait des paragraphes qui me nommaient directement, m'accusant d'être le « fils riche qui a tourné le dos à ses parents », disant que j'accordais plus de valeur à l'argent qu'au sang, et que j'avais expulsé les personnes même qui m'avaient autrefois soutenu. En le lisant, je savais déjà ce qui allait suivre, il y aurait des commentaires me blâmant et les défendant. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. J'ai immédiatement demandé le lien, j'ai sauvegardé la capture d'écran et j'ai contacté Coleman, l'avocat qui représentait mon entreprise. Outre le travail d'entreprise, il s'occupait occasionnellement de dossiers juridiques externes. J'ai tout expliqué et j'ai envoyé toute la documentation par courriel. Il a répondu avec une seule ligne, « Je vais m'en occuper immédiatement ». Le lendemain même, une mise en demeure officielle a été envoyée à son adresse électronique. Elle exigeait que le message soit supprimé et avertissait clairement que s'il n'était pas retiré dans les 24 heures, l'affaire serait portée devant les tribunaux civils pour diffamation et atteinte à la vie privée. Le soir même, le message a disparu. À sa place, il y avait une courte correction, pas de balise, pas d'excuse, mais c'était suffisant pour montrer qu'elle avait compris, on ne peut pas dire ce qu'on veut et s'attendre à aucune conséquence. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était fini. Un mois plus tard, une fois toutes les formalités administratives terminées, j'ai emménagé dans un complexe d'appartements haut de gamme dans l'ouest de la ville. L'endroit était calme, avec une bonne sécurité. Tout était bien rangé. Le nouvel appartement était plus lumineux, plus ouvert et, surtout, aucun vieux souvenir ne persistait dans ses coins. Une fois installé, j'ai appelé ma grand-mère. Cette fois, je n'ai pas hésité. Je lui ai demandé directement, « Aimerais-tu venir vivre avec moi ?» Par le passé, je l'avais invitée plusieurs fois à venir vivre avec moi dans mon ancien appartement, mais elle avait toujours refusé. Elle a dit que si elle quittait cette maison, il s'en servirait comme d'une excuse pour me causer plus de problèmes. Elle ne voulait pas devenir la raison pour laquelle les autres continuaient à me faire du mal. Mais cette fois, j'ai été clair, que tu sois là ou non, ils ne s'arrêteront pas. Si c'est ce qui te retient, s'il te plaît, juste une fois, ne réfléchis pas trop. Viens vivre avec moi. Je sais que tu n'es pas en paix en vivant dans cette maison avec eux. Après avoir fait l'offre et tout expliqué, elle a gardé le silence au bout du fil pendant un moment. Près d'une minute entière s'est écoulée, puis elle a répondu, sa voix basse, chaleureuse et teintée de tristesse, « D'accord. Laisse-moi rassembler mes affaires. » Et cette fois, j'ai su avec certitude que je faisais la bonne chose en la sortant de cette maison. Un peu plus d'une semaine après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à retrouver une vie sans interruption. Tout semblait calme et plein de lumière. Je n'ai jamais été quelqu'un qui décorait beaucoup, mais j'ai placé un petit ensemble de tables basses près de la fenêtre dans la chambre que j'avais préparée pour grand-mère. La pièce était baignée par le soleil du matin,
et les rideaux épais pouvaient être tirés pour révéler une vue sur le jardin en contrebas. Je suis allé la chercher en fin d'après-midi. Elle n'a apporté que 2 petites valises et un vieux sac en tissu. Sur le chemin du retour, j'ai plaisanté à moitié et j'ai demandé, « Tu ne caches pas une clé de compte bancaire sous ton oreiller ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ?» Elle a poussé un petit rire, sa voix ferme alors qu'elle répondait, « Qu'aurais-je à cacher ?» J'ai commencé à travailler à 16 ans. Après avoir épousé ton grand-père, je suis passé à la cuisine. Il est décédé tôt, lorsque ton père était juste entré au collège. Depuis, je n'ai su que faire des enfants et m'occuper des petits-enfants. J'avais des économies, mais tout est parti lorsque ton père était sans travail et plus tard pour t'aider à payer tes frais de scolarité pendant ces premières années. Maintenant, je n'ai qu'une petite pension de retraite. Après cela, je n'ai rien demandé de plus, car je savais que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans elle, et j'en étais profondément reconnaissant. Non pas par obligation, et non pas parce que je manquais d'amour des autres, mais elle est restée pendant toutes ces années où je ne pouvais faire confiance à personne assez discrètement pour que je ne me sente jamais seul, assez loin pour que je ne me sente jamais piégé. Elle avait l'habitude de dire qu'elle ne voulait pas vivre avec moi parce qu'elle ne voulait pas être l'excuse qu'ils utiliseraient pour recommencer à causer des problèmes, mais je savais qu'elle n'était jamais vraiment à l'aise en vivant dans cette maison, entourée de gens qui la voyaient comme un fardeau. Cette fois, je lui ai dit clairement, je ne te demande pas d'emménager pour que tu puisses nettoyer ou t'occuper de l'endroit. Je veux que tu vives avec moi. C'est tout. Et finalement, après tout, ma grand-mère est venue vivre avec moi, comme je l'avais toujours espéré. Quelques mois après l'arrivée de grand-mère chez moi, la vie a lentement retrouvé son rythme. Mon travail est resté chargé, mais chaque fois que je rentrais à la maison, la lumière de la cuisine était toujours allumée, et quelqu'un était là pour poser une simple question, « As-tu mangé ?» Cela peut sembler ordinaire pour certaines personnes, mais je ne l'avais pas vécu depuis des décennies. C'est vers cette époque que j'ai rencontré Laura. Elle était la première personne qui ne demandait pas d'où je venais et qui ne s'intéressait pas à mon histoire familiale. Elle écoutait ce que je choisissais de partager. Elle connaissait mon passé et n'a jamais essayé de me pousser au pardon ou à la réconciliation. Parfois, elle passait à mon appartement avec quelques petites pâtisseries ou des fleurs fraîches à placer sur la table à manger. Grand-mère l'adorait. Il y a eu une fois, juste après le départ de Laura, grand-mère a souri et a dit doucement, comme une vérité silencieuse, elle a des yeux qui voient les gens avec son cœur. Après presque un an de vie commune, Laura et moi avons décidé d'organiser un petit mariage. Tout serait simple, pas de grande réception, pas de grande fête, juste un après-midi chaleureux entouré de quelques proches et des promesses assez fortes pour durer toute une vie. Nous avons tout organisé rapidement et du choix de la date à la réservation du lieu, en passant par le choix des alliances. Mais lorsqu'il a fallu établir la liste des invités, je me suis arrêté. À ce moment-là, je ne savais pas si je devais inscrire les noms de mes parents et de ma sœur. Non pas parce que nous avions besoin de plus de monde, mais je ne savais pas si j'avais la force de voir leur visage le jour le plus important de ma vie. Ce soir-là, pendant le dîner, alors que j'hésitais encore entre 2 noms sur la liste des invités, grand-mère a posé sa fourchette, m'a regardé un instant et m'a demandé doucement, « Veux-tu inviter ta famille au mariage ?» À ce moment précis, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Non pas parce qu'elle les a mentionnés, mais parce qu'elle l'a dit au moment précis où j'y pensais. Pendant des jours, j'avais hésité, si je ne les invitais pas, est-ce que cela me rendrait mesquin? Mais est-ce que je m'ouvrirais à plus de blessures si je le faisais? J'ai levé les yeux et j'ai demandé doucement, penses-tu que je devrais? Grand-mère m'a regardé longtemps. Ses yeux portaient la même tristesse chaque fois qu'elle parlait du passé. Puis elle a répondu lentement, si tu veux, tu peux toujours leur donner une chance, mais je ne peux pas te promettre qu'ils ne te feront plus de mal. Après cela, je n'ai plus rien dit, mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Et le lendemain matin, lorsque j'ai envoyé à Laura la liste définitive des invités, j'ai tapé chaque nom avec soin. Aucun des 3 n'y figurait ni ma mère, ni mon père, ni ma sœur. Ce n'était pas parce que je voulais les effacer, c'est parce que je ne voulais pas répéter mes erreurs. Je ne voulais pas qu'ils reviennent dans ma vie, et je savais que le jour le plus heureux de ma vie méritait d'être paisible, pas un autre test de confiance. Avant de terminer cette histoire, je veux partager quelque chose avec ceux d'entre vous qui m'écoutent encore, quelque chose que j'ai appris après tout, ce n'est pas parce que nous partageons le sang que nous partageons la direction. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a donné la vie qu'il nous comprendra ou nous soutiendra. Et parfois, celui qui nous aime le plus est celui qui reste sans avoir besoin de lien pour le retenir. Je pensais autrefois que le silence empêcherait les choses de se briser,
mais j'en suis venu à comprendre que le silence n'empêche pas les gens de s'arrêter, il ne leur donne que la possibilité de pousser plus loin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. J'ai choisi de m'en aller. J'ai choisi de protéger mes limites. J'ai choisi d'amener la bonne personne à la maison, celle qui m'a soutenu discrètement au fil des ans, personne d'autre ne l'a fait. Je ne l'ai pas fait pour me venger et non pour prouver quelque chose. C'est juste qu'à un moment donné, nous devons tous décider de vivre une vie qui soit d'abord bonne pour nous-mêmes. Maintenant, avant de conclure l'histoire, je veux vous demander à ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin si vous étiez moi, en revenant d'un voyage d'affaires pour trouver vos parents et votre sœur dans votre maison sans votre permission, qu'auriez-vous fait? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment entendre votre réponse. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager pour soutenir ce voyage de narration. Je vous retrouverai dans l'histoire suivante.